Mai 1945 laissa l'Europe couverte de blindés allemands immobiles. Des Panthers arrêtés sur des routes effondrées, des Panzer IV épuisés après des années de service et des Tiger II incapables d'avancer en raison de l'absence totale de carburant. Beaucoup furent abandonnés dans des ateliers tchèques, des gares autrichiennes ou des ravins polonais, avec les écoutilles encore ouvertes, formant un paysage où l'effondrement du Reich transformait des machines avancées en structures sans but. Pour les Alliés, cet inventaire dispersé n'était pas un résidu de guerre, mais une opportunité technique sans précédent. Des équipes américaines démontèrent les Panthers et Tiger II pour comprendre la logique industrielle derrière leurs blindages inclinés, leurs transmissions Maybach et leurs optiques Zeiss, convaincus que leur ingénierie surpassait les standards alliés dans plusieurs domaines clés. La France, pour sa part, utilisa des Panthers capturés après la guerre, et la Tchécoslovaquie ne se contenta pas de réparer des Panzer IV et Panthers, mais continua de produire des Hetzer pour les exporter au Moyen-Orient. Ce documentaire révèle ce qui est réellement advenu des milliers de Panzer qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Blindés sans nation, les Panzer dans l'effondrement total allemand. En avril et mai 1945, le système blindé allemand cessa de fonctionner en tant que structure militaire. Les rapports internes de l'Oberkommando des Heer montrèrent que de nombreuses divisions Panzer ne disposaient que de moins de 15% de leurs véhicules opérationnels, et dans certains cas, le bataillon blindé équivalait à 3 ou 4 chars dispersés sans communication fiable entre eux. Plus de la moitié des Panthers enregistrés comme « en service » étaient en réalité immobilisés en raison du manque de carburant, de l'absence de conducteurs formés ou de pannes accumulées que les ateliers ne pouvaient plus réparer. La doctrine de l'emploi combiné, chars, infanterie mécanisée et artillerie coordonnée, s'était effondrée au point qu'en plusieurs secteurs, un Panzer n'entrait en combat que si un équipage trouvait du carburant abandonné ou s'il pouvait récupérer des pièces d'un autre véhicule. En Poméranie, le front oriental avait consommé pratiquement toutes les ressources disponibles. Les restes de plusieurs brigades Panzer tentaient de maintenir des lignes défensives qui n'avaient aucun sens militaire. Un Panther pouvait apparaître isolé derrière une rangée d'arbres, sans infanterie de soutien et avec son équipage épuisé après plusieurs jours sans repos. La retraite vers l'Oder laissa des routes couvertes de véhicules immobiles, beaucoup abandonnés avec les écoutilles ouvertes et les moteurs encore tièdes. Les Panzer IV survivants montraient une fatigue extrême de la structure. Des blindages réparés, des transmissions échangées entre les véhicules et des moteurs poussés au-delà de toute tolérance technique raisonnable. Le Stug étroit, bien qu'il restait efficace, fonctionnait fréquemment avec des équipages inexpérimentés, car les vétérans étaient tombés dans les mois précédents. Les pannes mécaniques les plus courantes comprenaient des défaillances des boîtes de vitesse, des surchauffes des moteurs et des problèmes avec les roues intermédiaires qui se coinçaient dans la boue gelée. À Prague, la situation prit un tour chaotique. L'insurrection tchèque éclata alors qu'il restait encore des blindés allemands dans la région. Certains appartenant à des unités formelles et d'autres à des groupes improvisés mêlant des éléments de la Wehrmacht, des Waffen-SS et des forces de police. Un Panther pouvait passer des mains allemandes aux mains tchèques en quelques heures, en fonction de qui contrôlait une intersection ou un dépôt. Dans les zones industrielles, des Tiger Point et Tiger II apparaissaient, n'ayant jamais été destinés au combat urbain, stationnés dans des cours de fabrique où des mécaniciens allemands avaient tenté de les réparer sans succès. Leur taille monumentale contrastait avec la fragilité logistique de ces jours-là, car aucun Tiger II ne pouvait se déplacer sans de grandes quantités de carburant qu'aucune chaîne d'approvisionnement allemande ne pouvait fournir. Beaucoup restèrent immobiles faute de carburant après avoir parcouru à peine quelques kilomètres depuis les ateliers. Vienne montra une variante différente. Les restes des divisions blindées d'élite, notamment les unités panzergrenadiers avec véhicules de soutien, tentèrent de retarder l'avancée soviétique dans les banlieues de la ville. De petits groupes de Tiger II et Jagdpanther effectuaient des embuscades de courte durée avant de se replier pour ne pas être isolés. Les retraites étaient aussi brèves que désespérées, car le carburant permettait à peine des déplacements de 2 ou 3 kilomètres. Les équipages savaient que chaque mouvement pouvait être le dernier.
Dans certains cas, les Panthers fraîchement réparés parcouraient quelques mètres avant qu'une panne mécanique ne les immobilise définitivement, condamnant leurs équipages à continuer à pied. La répartition réelle des modèles Panzer durant ces derniers jours reflétait à la fois l'évolution du conflit et l'épuisement économique du Reich. Le Panzer IV restait le plus nombreux, mais sa présence était marquée par une usure extrême. Beaucoup avaient survécu à plusieurs campagnes, accumulant des modifications improvisées et des dommages structurels. Les problèmes les plus fréquents comprenaient des transmissions usées qui limitaient la vitesse maximale à moins de la moitié de sa capacité d'origine, des moteurs consommant de l'huile en quantité excessive et des systèmes de direction réagissant avec un retard notable. Les Panthers représentaient le paradigme du véhicule technologiquement avancé, mais logistiquement insoutenable. Leur blindage incliné restait efficace et leurs canons conservaient une capacité de pénétration exceptionnelle, mais presque tous souffraient de défaillance de la boîte de vitesse, de surchauffe du moteur ou d'usure chronique des roues intercalées. Le système de roues intercalées, bien qu'il assurait une meilleure répartition du poids, se bloquait facilement lorsque la boue ou la neige s'accumulaient entre elles, immobilisant le véhicule jusqu'à ce qu'une opération de nettoyage manuel soit effectuée, ce qui pouvait durer des heures. Le Tiger Pro-Am était déjà un élément marginal en 1945, avec très peu d'exemplaires opérationnels, la plupart étant épuisés après des années de combat sur les fronts oriental et occidental. Le Tiger II, bien que impressionnant, vivait plus de sa renommée que de sa capacité réelle à influencer la guerre. Son poids colossal de presque 70 tonnes, sa demande insatiable de carburant atteignant entre 2 et 3 litres par kilomètre en terrain difficile, et ses pannes fréquentes en faisaient un géant qui ne pouvait opérer que lorsque les circonstances logistiques coïncidaient de manière exceptionnelle. Les chasseurs de chars présentaient une répartition plus variée. Le Jagdpanther restait l'un des plus redoutés grâce à son canon de 88 mm et son blindage incliné, mais son nombre était réduit et son entretien nécessitait une combinaison de pièces qui n'existèrent plus. Le Hetzer, en revanche, représentait l'autre côté de l'ingénierie allemande, petit, compact, efficace et relativement facile à entretenir. Sa faible consommation de carburant, environ 1 litre par kilomètre, et sa robustesse mécanique lui permirent de survivre plus longtemps que prévu dans un Reich en ruine. De nombreux Hetzer, retrouvés en Bohême, étaient intacts à la fin de la guerre, ce qui montrait que la simplicité, et non la complexité, était la clé de la survie technique. Dans les dernières semaines de la guerre, la situation logistique du R s'était dégradée à tel point qu'elle ne pouvait plus être considérée comme une structure fonctionnelle. Ce qui avait autrefois été un réseau précis d'ateliers de campagne, de dépôts de pièces de rechange et de routes de distribution de carburant s'était transformé en un enchevêtrement désordonné d'ordres contradictoires et de véhicules immobiles. L'effondrement se manifesta d'abord sur les Panthers, dont la conception avancée avait été pensée pour fonctionner au sein d'un système industriel intégré. Sans pièces de rechange, leurs transmissions tombaient en panne sans avertissement préalable. Sans mécaniciens expérimentés, les réparations, qui prenaient autrefois quelques heures, devenaient des incertitudes de plusieurs jours. Dans de nombreux cas, des brigades entières avaient la majeure partie de leurs Panthers immobilisés dans des rues boueuses, des places de village ou des cours arrière. Les équipages, conscients qu'ils ne les déplaceraient plus, optaient pour les détruire à l'aide de charges internes pour éviter qu'ils ne tombent intacts entre les mains ennemies. Ce modèle se répétait à des centaines de points à travers le Reich. Chaque Panther abandonné représentait une histoire de décisions improvisées, un commandant ordonnant l'évacuation immédiate, un équipage recevant le dernier litre de carburant pour les véhicules de commandement, un atelier de campagne anéanti avant d'avoir pu monter une boîte de vitesse neuve. La destruction volontaire devint une partie du paysage. Les colonnes de fumée des tanks en feu par leurs propres équipages se mêlaient aux nuages bas du printemps. Les Tiger II, en raison de leur taille et de leur poids, étaient parfois simplement rendus inutilisables par la destruction du canon ou du moteur. D'autres étaient abandonnés sans être détruits, car il n'y avait pas d'explosifs disponibles ou parce que les équipages s'étaient dispersés avant d'avoir terminé la tâche. Pendant que les véhicules s'accumulaient sur les routes rurales, les dépôts et les ateliers vivaient leur propre effondrement. En Bohême, des installations qui pouvaient autrefois réparer plusieurs blindés par semaine furent réduites à rassembler des pièces détachées pour en faire fonctionner un seul. Dans la Ruhr,
Les ateliers furent paralysés après les bombardements qui détruisirent les grues, les outils et les réserves d'acier. En Bavière, certaines unités trouvèrent des dépôts remplis de panzers partiellement assemblés qui n'avaient jamais reçu de moteur ou de transmission. Les fosses de véhicules improvisés dans des champs ou des forêts se remplissaient de châssis abandonnés qui étaient poussés dans de profonds fossés à l'aide de tracteurs agricoles. Le paysage de guerre prit un caractère presque archéologique. Éparpillés à travers la géographie allemande, des restes de blindés reposaient en rangées comme un cimetière prématuré d'acier. La structure administrative ne survécut pas beaucoup plus longtemps que les tanks. La chaîne de commandement du Heer se fragmenta en un essaim de messages contradictoires. Il y avait des ordres exigeant de résister jusqu'au dernier homme et des directives parallèles autorisant des retraites immédiates. En une même nuit, un commandant de compagnie pouvait recevoir une instruction de détruire tout le matériel lourd et, quelques heures plus tard, une autre lui demandant de le conserver pour une contre-attaque imaginaire. La désintégration bureaucratique s'étendait vers le bas de manière accélérée. Les officiers de logistique ne savaient plus quelles unités devaient recevoir du carburant. Les responsables de la maintenance ignoraient où se trouvaient les véhicules assignés. Les commandants de bataillon perdaient contact avec leurs compagnies parce que les lignes téléphoniques avaient chuté et les opérateurs de radio manquèrent de fréquences claires. Au milieu de ce chaos, de nombreux équipages choisirent de sauver leur vie en remettant leurs véhicules intacts aux Alliés. La logique était simple. Les tanks en bon état suscitaient souvent un intérêt technique, ce qui augmentait les chances d'un traitement plus sûr lors de la reddition. Ce comportement devint particulièrement fréquent dans les derniers jours d'avril et les premiers de mai, lorsqu'il devint évident que la guerre était perdue. Certains Panthers furent remis avec leur manuel technique, d'autres avec des munitions complètes et des équipages prêts à expliquer le fonctionnement des systèmes. Beaucoup de ces véhicules, abandonnés ou remis intacts, furent plus tard étudiés par des équipes techniques alliées cherchant à comprendre les avantages et les faiblesses de l'ingénierie blindée allemande. La chasse technique des Panzers, renseignements, captures et démontage alliés. Lorsque l'Allemagne nazie s'effondra, les Alliés lancèrent plusieurs campagnes pour récupérer les tanks allemands, car ils comprenaient que ces véhicules étaient bien plus que de simples armes lourdes. Ils représentaient un ensemble de solutions industrielles, métallurgiques et mécaniques qui avaient évolué depuis les Panzer Prime rudimentaires jusqu'aux sophistiqués Panther et Tiger II. Chaque blindé capturé était, en essence, un échantillon physique de la pensée militaire allemande et du niveau technologique atteint par son industrie avant de s'effondrer. Aux États-Unis, la récupération commença même avant la fin de la guerre. Des équipes de l'Ordnance Technical Intelligence prenèrent de l'avance sur les unités de combat pour inspecter les ateliers, dépôts et usines. Ces spécialistes, formés pour identifier des composants précieux, documentèrent chaque détail avec des photographies, des diagrammes et des descriptions techniques qui étaient ensuite envoyées au commandement central. Leur mission était double: sécuriser des exemplaires complets de Tiger II, Panther ou chasseurs de chars, et collecter toutes les informations possibles sur leur fabrication et leur entretien. Cela incluait des plans, des moules, des matrices, des manuels techniques et des listes de pièces de rechange. Parfois, les équipes trouvaient des véhicules intacts dans des hangars improvisés ou sur des plateformes ferroviaires qui étaient restées arrêtées au milieu d'un trajet qui ne serait jamais terminé. Certains Panthers furent trouvés encore avec des protections sur le canon et sans signe d'avoir été utilisés en combat, car l'Allemagne produisait plus de véhicules qu'elle ne pouvait en mettre en service en raison du manque de carburant, d'équipage et de routes sûres pour leur transport. L'objectif américain était de transporter les blindés capturés au Aberdeen Proving Ground, un centre d'essai dans le Maryland où des techniques balistiques, des analyses métallurgiques et des études comparatives avec les propres tanks américains seraient réalisées. Un Tiger II capturé à Cassel voyagea démonté sur plusieurs trains jusqu'au port d'Anvers où il fut embarqué en direction des États-Unis. Le processus de transport était aussi complexe que de transporter une locomotive. Il fallait sécuriser le châssis à l'intérieur du navire, protéger les surfaces internes de la corrosion marine, fixer le canon pour éviter les dommages structurels et garantir que les vibrations du voyage n'affecteraient pas les performances du navire, pas les mécanismes délicats de la tourelle. Aberdeen deviendrait, dans les mois suivants, un cimetière sélectif de Panzer,
où l'ingénierie allemande serait démontée pièce par pièce, étudiée à travers des lentilles calibrées et soumise à des tests destructifs, cherchant à comprendre non seulement ce que ces véhicules pouvaient faire, mais aussi comment ils le faisaient. Pendant que les États-Unis fonctionnaient avec des fonds larges et une logistique mondiale, le Royaume-Uni déploya ses propres équipes spécialisées. Le MI10 et le Iraq Technical Staff se concentrèrent dans le nord de l'Allemagne, où la concentration d'industries mécaniques permettait de trouver une plus grande variété de véhicules. Leur méthode était rigoureuse. Ils inspectaient chaque véhicule abandonné, déterminaient s'il pouvait se déplacer par ses propres moyens, vérifiaient l'intégrité de la transmission et évaluaient si le moteur pouvait être récupéré. Si le tank était potentiellement utile pour des études ultérieures, il était remorqué jusqu'à une zone sécurisée où des réparations minimales étaient effectuées pour le rendre transportable. De cette manière, plusieurs Panther, Tiger I et Tiger II arrivèrent au Royaume-Uni et certains furent envoyés directement au musée de Bovington, qui deviendrait l'un des principaux centres de conservation et d'études des blindés allemands dans le monde entier. Les Britanniques avaient un intérêt particulier à comparer leurs tanks avec les Allemands. Ils voulèrent comprendre pourquoi les Panthers avaient été si difficiles à détruire en Normandie, ou comment le blindage frontal du Tiger II pouvait résister à des projectiles qui traversaient sans difficulté d'autres véhicules. L'analyse des optiques, des plaques inclinées et des systèmes internes ne répondait pas seulement à une curiosité technique, mais aussi à la nécessité stratégique de préparer de nouvelles générations de tanks britanniques dans un monde qui anticipait déjà des tensions post-guerre. Bovington se transforma en une sorte de laboratoire où les Panthers étaient démontés avec une combinaison de fascination et de précision. Les artilleurs britanniques effectuèrent des tests de pénétration sur des parties spécifiques des blindages allemands pour comparer les effets de différents projectiles et calibres. Les ingénieurs démontèrent des transmissions ZF et des moteurs Maybach pour analyser, étape par étape, le niveau de tolérance mécanique. Chaque découverte servait à créer des manuels internes de référence qui influenceraient le développement des véhicules futurs. En Union soviétique, l'opération de récupération fut encore plus vaste, car le territoire capturé contenait des centaines d'ateliers et d'usines liées à la production de Panzer. Les Trofejní brigady agissaient comme des équipes spécialisées chargées de sécuriser des machines, des moules et des outils utilisés par l'industrie allemande. Ces brigades ne cherchèrent pas seulement des exemplaires de Tiger, II ou Jag Panther, mais aussi tout élément pouvant être analysé ou réutilisé. Centre de fraisage, presse hydraulique, équipement de soudure et documentation technique. L'attention soviétique se concentra particulièrement sur les transmissions, les systèmes de suspension et les optiques. Bien que l'Union soviétique ait réussi à développer le T-34, un véhicule d'une efficacité exceptionnelle, elle reconnaissait que certaines caractéristiques du Panther et du Jagd Panther représentaient un progrès qu'il fallait comprendre pour les futurs designs. Kubinka, le principal centre d'essai soviétique, se remplit de Tiger II capturés, certains presque intacts, d'autres endommagés mais fonctionnels pour des expériences balistiques et mécaniques. Tandis que l'effort de récupération avançait, une course parallèle s'est déclenchée pour capturer les usines qui étaient encore debout ou partiellement opérationnelles. À Nuremberg, l'usine de Heymann, responsable de la production du Panther, est devenue une priorité pour les Américains. Il ne s'agissait pas seulement de sécuriser les bâtiments. Les moules de fonderie des tourelles, les machines de laminage du blindage et les archives contenant des dessins techniques avaient une valeur inestimable. À Cassel, l'usine Henschel, où les Tiger II avaient été assemblés, était un objectif que les Britanniques et les Américains souhaitaient inspecter. La structure en ruine du complexe cachait encore des sections utiles, des parties de chenilles, des outils d'alignement de tourelles, des sections du train de roulement et, dans certains cas, des prototypes qui n'avaient pas été achevés. En Autriche, l'usine de Nibelungenwerk, dédiée au Panzer IV, fut capturée pratiquement intacte. Bien qu'il n'y ait plus de travailleurs et que les véhicules partiellement assemblés étaient dispersés sur le sol, la machinerie industrielle restait dans un état relativement stable. À Berlin, le complexe Alket, où le Stuge 3 avait été produit, présentait un tout autre scénario. Des bâtiments détruits, des lignes de montage anéanties par les bombardements et des véhicules incomplets qui ne recevraient jamais de moteur ni de tourelle. La tension entre alliés était inévitable.
Plus d'une fois, des unités américaines et britanniques arrivèrent presque simultanément dans des dépôts contenant des prototypes ou des véhicules uniques, ce qui provoqua des discussions sur qui avait le droit de revendiquer le matériel. Dans certains cas, les soldats se contentaient de remorquer les véhicules qu'ils pouvaient déplacer plus rapidement, laissant derrière ceux qui nécessitaient des réparations complexes. Dans d'autres cas, la négociation se réglait par hiérarchie militaire. Le pays qui contrôlait le territoire environnant avait la priorité. L'Union soviétique, pour sa part, assurait systématiquement tout ce qu'elle trouvait, le transportant immédiatement vers l'Est dans des trains remplis de machinerie allemande. L'ingénierie allemande en matière de blindés avait été une discipline en constante évolution depuis 1933, et au cours de la guerre, elle avait développé des solutions qui n'étaient pas toujours documentées avec précision ou qui reposaient sur des connaissances spécialisées transmises en interne au sein des équipes de conception et de production. De nombreuses caractéristiques du Panther et du Tiger II, depuis la courbure balistique du blindage incliné jusqu'aux tolérances exactes des transmissions Maybach, nécessitaient une explication directe de ceux qui les avaient créées. C'est pourquoi, à mesure que les puissances occupèrent des usines, des ateliers et des centres d'essai, elles commencèrent à interroger et à recruter temporairement les ingénieurs allemands, non dans un but politique immédiat, mais dans le but de déchiffrer l'architecture technique des machines qu'elles tentaient désormais de comprendre. Dans leur majorité, ces ingénieurs avaient passé des années à travailler dans des chaînes de production ou des départements de conception. Certains appartenaient à Mahen, où le Panther avait été perfectionné. D'autres provenaient de Henschel, responsable du Tiger II, et un nombre considérable faisait partie d'Alket, dont la spécialité dans les Sturmgeschütze avait contribué au succès du Stugit III. Lorsqu'ils furent retrouvés, beaucoup n'avaient pas l'apparence de scientifiques d'élite, mais celle d'ouvriers épuisés ayant vu leur monde industriel s'effondrer. Cependant, dès qu'ils étaient amenés dans les installations occupées, ils retrouvèrent la précision technique avec laquelle ils avaient vécu avant l'effondrement. Ils expliquaient comment une tourelle Panther était assemblée, décrivaient la fonction exacte de chaque roulement dans le mécanisme planétaire d'une transmission, ou détaillaient le processus qui permettait aux viseurs Zeiss de maintenir leur clarté même sous le recul du canon. Une partie importante des entretiens et des collaborations se concentra sur le blindage incliné. Bien que le concept ait été appliqué avant la guerre dans certains prototypes et adopté par les soviétiques dans le T-34, le Panther représentait la sophistication de ce principe du point de vue allemand. Les ingénieurs expliquaient comment les plaques frontales de 80 mm réussissaient à offrir une résistance équivalente à des blindages beaucoup plus épais grâce à l'angle qui déviait les projectiles. Les Alliés connaissaient déjà les calculs mathématiques derrière cette idée, mais ils avaient besoin de comprendre comment la qualité métallurgique nécessaire pour supporter des impacts répétés sans se fissurer était obtenue. Les techniciens allemands décrivaient la composition exacte de l'acier, les températures de laminage, les traitements thermiques et les variations qui se produisaient dans les dernières étapes de la production, notamment durant les périodes de pénurie de matériaux en 1944 et 1945, lorsque l'on devait travailler avec des lots de qualité irrégulière. Un autre sujet d'extrême intérêt était l'optique. Les viseurs Zeiss et les lunettes de visée allemandes avaient acquis une réputation pour leur clarté et leur précision, mais peu de gens en dehors de l'Allemagne connaissaient les processus de fabrication qui permettaient cette qualité. Les ingénieurs responsables expliquaient la pureté du verre, le polissage extrêmement fin des lentilles, l'alignement interne à l'aide de mécanismes calibrés à la main et la robustesse des supports métalliques qui absorbèrent les vibrations. À Aberdeen, à Bovington et à Kubinka, on commença à étudier ces caractéristiques pour les intégrer, avec des modifications, dans des développements ultérieurs pendant la guerre froide. Les optiques n'étaient pas simplement des accessoires de visée. Elles faisaient la différence entre un tir qui touchait du premier coup et un tir qui nécessitait des corrections successives. L'un des aspects les plus complexes à déchiffrer fut le système de suspension et de transmission du Panther. Son design, qui combinait des barres de torsion avec des roues intercalées, avait été un sujet de débats internes, même parmi les ingénieurs allemands. C'était un système techniquement avancé, mais difficile à maintenir sur le terrain. Les spécialistes capturés expliquèrent que le Panther était né d'une tentative d'équilibrer la vitesse, la stabilité et la protection, mais que la sophistication mécanique avait été trop élevée pour les conditions extrêmes de la guerre. Les ingénieurs alliés prirent note de chaque détail, la friction dans les roues intercalées lorsqu'il y avait de la boue,
L'usure accélérée de la transmission sous des manœuvres brusques, la tendance du moteur Maybach à surchauffer si les entrées d'air étaient partiellement obstruées. Ces témoignages clarifièrent des points que les rapports techniques ne pouvaient résoudre seuls. Dans certains cas, les Alliés demandèrent directement l'aide des techniciens pour démonter ou remonter des véhicules capturés, destinés à être envoyés vers des terrains d'essai. Tous n'acceptèrent-ils pas de participer volontairement, mais beaucoup comprirent que collaborer garantissait un traitement plus sûr et parfois une protection pour leur famille. À Aberdeen, plusieurs ingénieurs de Mann et de Henschel travaillèrent temporairement comme conseillers informels, bien qu'ils n'aient jamais eu une liberté totale. Leur tâche consistait à indiquer comment démonter la tourelle d'un Panther sans l'endommager, comment sécuriser un Tiger II pour le transport maritime, ou comment calibrer le système de levée du canon avant de réaliser des tests balistiques. Ces sessions n'étaient qu'à pas publiées. Elles faisaient partie d'un processus technique que les Alliés considéraient comme essentiel pour comprendre les blindés qui avaient causé tant de pertes pendant la guerre. Lorsque les véhicules capturés arrivaient enfin sur les terrains d'essai, une toute nouvelle étape commençait. Aux États-Unis, Aberdeen Proving Ground se transforma en un zoo mécanique où coexistaient des Panthers démontés, des Tigers II semi-détruits et des chasseurs de chars allemands alignés à côté des Sherman et Pershing américains. Les ingénieurs américains cherchaient à reproduire des conditions de combat, tirant différents types de projectiles contre les plaques frontales et latérales pour examiner les déformations de l'acier. Ils réalisaient également des tests de résistance de la transmission et du moteur, bien que dans de nombreux cas, les véhicules ne pouvaient pas effectuer de longs trajets en raison de leur usure extrême. Les rapports générés à Aberdeen influencèrent directement les tanks Patton qui apparurent quelques années plus tard. Au Royaume-Uni, Bovington ne devint pas seulement un centre de stockage, mais aussi un espace d'expérimentation comparative. Les Britanniques étaient particulièrement intéressés par l'étude de la façon dont la tourelle du Tiger Prüm maintenait sa stabilité lors du tir et comment celle du Tiger II gérait son énorme canon de 88 mm sans compromettre l'équilibre général du véhicule. Ils réalisèrent des tests de maniabilité sur des terrains boueux, comparant directement les véhicules britanniques et allemands. Le Panther était étonnamment agile malgré sa taille, mais sa transmission restait son point faible. Les Britanniques prirent note de ces défauts pour ne pas les reproduire dans leur propre conception. L'Union soviétique, en revanche, adopta une méthodologie bien plus agressive. À Kubinka, les Tiger II capturés furent soumis à des tests balistiques d'une brutalité que seule la doctrine soviétique considérait comme nécessaire. Les projectiles de 100 mm et 122 mm frappaient encore et encore les plaques frontales pour étudier le motif de fracture de l'acier. Sur les pistes d'essai, les Jagdpanther et Panther étaient soumis à des parcours difficiles pour évaluer comment leur suspension réagissait sous des conditions extrêmes. Parfois, les véhicules étaient inutilisables après quelques kilomètres, mais les données obtenues étaient considérées comme plus importantes que la conservation des exemplaires. L'objectif soviétique n'était pas de préserver le passé, mais de construire le futur blindé de l'armée rouge, qui dans les années suivantes développerait des modèles comme le T-54 et l'IS-3. Pour les ingénieurs allemands, cette phase représentait une paradoxale. Ils avaient consacré des années à perfectionner des machines destinées à la guerre, et maintenant, en expliquant leurs secrets aux vainqueurs, ils fermaient involontairement le cycle technique qu'ils avaient eux-mêmes initié. Leurs connaissances furent extraites, réinterprétées et modifiées pour être intégrées dans des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la vision industrielle qu'ils avaient servie. Tandis que les véhicules étaient dépecés sous lumière artificielle dans des hangars militaires ou détruits par des projectiles sur des pistes d'essai, les ingénieurs étaient relégués à un rôle de témoins tardifs d'une technologie qui quittait le champ de bataille pour devenir un objet d'étude. Le transfert de connaissances prit fin lorsque les Alliés n'eurent plus besoin de nouvelles explications. Chaque tank démonté, chaque transmission analysée et chaque viseur Zeiss, comparé à ses équivalents alliés, avait rempli son but. À partir de ce moment, les Panzers cessèrent d'être un problème militaire pour devenir une source de données qui nourrirait un monde en pleine transition vers la guerre froide. Le processus qui effaça de la carte des milliers de tanks du Reich.
Lorsque les Alliés eurent terminé d'extraire des informations techniques des Panzers et de s'assurer que les véhicules capturés ne pourraient pas être réutilisés dans un quelconque scénario de guerre, une phase différente et décisive commença. L'élimination systématique de tout le matériel blindé allemand. Cette opération ne répondait pas uniquement à la nécessité de rendre les machines militaires inutilisables, mais à une politique globale visant à empêcher toute possibilité de résurgence du pouvoir militaire du Reich, à neutraliser les risques de soulèvements organisés et à garantir qu'aucune force allemande ne puisse réutiliser des restes dispersés pour former des unités clandestines. Les décisions du Conseil de contrôle allié entre 1945 et 1948 établirent un cadre de démilitarisation absolue. L'Allemagne, dans toutes ses zones d'occupation, ne pouvait ni posséder ni produire des tanks sous aucun prétexte. C'était une interdiction totale, sans exception. Dans le même décret qui interdisait l'existence d'armements lourds, il était ordonné la destruction complète de tous les véhicules blindés, des plus anciens Panzers aux modèles les plus avancés de la fin de la guerre. La logique qui guidait ces mesures reposait sur des expériences récentes. Les Alliés avaient revu comment, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait reconstruit son pouvoir militaire à partir de structures secrètes, d'ingénieurs dispersés et de projets clandestins qui se camouflaient sous des institutions civiles. Cette erreur ne devait pas être répétée. Les images des colonnes de Panzer avançant à travers l'Europe entre 1939 et 1941 étaient encore trop fraîches dans la mémoire collective pour laisser ouverte une quelconque brèche qui pourrait réactiver cette machine militaire. C'est pourquoi les commandements alliés considéraient qu'il était indispensable de détruire chaque tank, même ceux en état de ferraille. Un châssis à moitié enterré, un véhicule sans chenilles ou une tourelle sans son canon pouvaient devenir des pièces qui, combinées dans des ateliers clandestins, permettraient de reconstruire un blindé fonctionnel. Les Alliés savaient que l'ingénierie allemande, même réduite à son minimum, était capable d'improviser des solutions complexes. La seule manière d'éviter une nouvelle résurgence était d'éliminer tout. La destruction des blindés prit différentes formes selon la région, les ressources disponibles et l'urgence politique. Dans les grandes villes, où les panzers étaient dispersés dans des dépôts, des cours ferroviaires ou des hangars semi-détruits, des processus industriels de concassage et de fusion étaient organisés. Des équipes de découpe mécanique démontaient les véhicules couche par couche. D'abord, les tourelles étaient retirées, puis les plaques de blindage, et enfin les châssis étaient sectionnés en blocs manipulables qui pouvaient être transportés vers des fours de fusion. Dans ces installations, les restes de Panther, Tiger, Jagdpanther et Panzer IV étaient transformés en acier fondu, qui serait ensuite utilisé pour fabriquer des outils, des poutres pour la reconstruction urbaine et des pièces industrielles. Le métal allemand, qui avait un jour été moulé pour résister aux impacts de projectiles, devenait désormais une matière première pour des usines produisant de la machinerie agricole ou des éléments structurels pour des habitations. Dans d'autres régions, la destruction se faisait de manière moins technique et plus pragmatique. Dans les zones rurales d'Allemagne et des territoires occupés, l'ordre d'éliminer les véhicules était exécuté en les poussant dans des ravins, des rivières ou des fosses profondes qui étaient ensuite remplies de terre et de débris. Certains tanks furent délibérément coulés dans des lacs et des réservoirs dans l'idée qu'ils ne seraient jamais récupérés. L'image d'un panthère tombant lentement dans l'eau, tiré par un tracteur allié, symbolisait un acte moins cérémonial que bureaucratique. Il s'agissait simplement d'exécuter un mandat. Dans certaines régions de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, où l'infrastructure était trop endommagée pour permettre un processus industriel, les Alliés recouraient à la dynamite. Des charges étaient placées à des points critiques du châssis et déclenchées pour déformer complètement les plaques de blindage et effondrer les structures internes. L'explosion soulevait des nuages de poussière et des éclats métalliques qui tombaient comme une pluie opaque sur des champs sans culture. Ce qui restait après la détonation n'était pas un tank, mais une masse informe qui ne pourrait jamais être remise en service. Les incendies contrôlés faisaient également partie du répertoire de destruction. Dans les dépôts où s'accumulèrent des dizaines de véhicules endommagés, des combustibles étaient pulvérisés et les tanks enflammés, permettant aux températures extrêmes de déformer l'acier. Cette méthode était particulièrement courante avec des véhicules ayant subi des dommages internes graves ou qui conservaient des munitions dans leurs compartiments. La détonation spontanée de projectiles et de charges internes accélérait la destruction et réduisait le risque de manipulation ultérieure.
Souvent, les flammes illuminaient des hangars abandonnés, où les panthères et tigers semblaient des silhouettes fantomatiques au milieu d'un feu effaçant toute mémoire technique. Malgré la fermeté de ces politiques, il n'y eut pas de coordination parfaite entre les puissances. Dans certaines régions, les Américains détruisaient des véhicules que les Britanniques voulaient conserver pour étude, tandis que les Soviétiques transportèrent vers l'Est des blindés que les Occidentaux pensaient démonter. L'absence totale de communication fit que certains exemplaires uniques disparurent sans enregistrement. Des prototypes expérimentaux qui auraient pu être cruciaux pour comprendre l'évolution technique de l'armement allemand furent détruits avant de pouvoir être catalogués. L'objectif stratégique prévalait toujours sur la valeur historique et, dans l'urgence de stabiliser le continent, la préservation n'était pas une priorité. Bien que ces politiques visaient à effacer complètement la structure militaire allemande, elles révélaient aussi une dynamique apparemment contradictoire. Tandis que les Alliés détruisaient des milliers de panzers sans hésitation, ils sélectionnaient soigneusement certains exemplaires pour les conserver et les étudier. La différence résidait dans l'intention. Les véhicules destinés à l'analyse étaient traités comme du matériel scientifique, non comme des armes ennemies. Leur valeur résidait dans ce qu'ils pouvaient enseigner et non dans leur capacité de combat. En ce sens, la destruction massive coexista avec une préservation minimale, une paradoxale typique des périodes de transition historique. L'élimination totale des blindés allemands ne fut pas réalisée avec une rigidité absolue. Dans de nombreux endroits, notamment dans des zones boisées ou marécageuses, certains véhicules restèrent enterrés ou semi-enterrés sans que les équipes alliées ne les détectent. Dans des régions où la ligne de front avait changé rapidement, plusieurs tanks restèrent invisibles sous terre pendant des décennies, jusqu'à ce qu'ils soient découverts par des agriculteurs, des constructeurs ou des archéologues militaires. Ces exceptions, qui échappèrent au contrôle allié, deviendraient les protagonistes silencieux des découvertes spectaculaires du XXIe siècle, lorsque certains Panther et Stooge referaient surface dans un état presque intact, après avoir été cachés pendant 70 ans. Mais au-delà de l'Allemagne, les panzers et blindés nazis se trouvaient dans différents pays et régions d'Europe, où ils furent également chassés et détruits. En Tchécoslovaquie, les dépôts étaient énormes et, dans de nombreux cas, improvisés. Après le soulèvement de Prague et la capture des restes de blindés allemands en Bohême, des centaines de Panther, Hetzer, Stug III et Panzer IV furent réunis dans de vastes espaces dégagés où les équipes soviétiques supervisaient leur élimination. Certains véhicules étaient en meilleur état que d'autres. Il y avait des Panthers complets avec leur camouflage encore visible, des Hetzer fraîchement fabriqués qui n'avaient jamais participé au combat, et des Stug qui conservaient encore des munitions. Le climat d'Europe centrale, humide et changeant, accélérait la corrosion, et chaque pluie sur les plaques inclinées du Panther semblait effacer un peu plus l'histoire technique que ces machines représentaient. La destruction se faisait par étapes. Certains étaient remorqués vers des fosses creusées en périphérie des villes, où ils étaient simplement jetés et recouverts de terre. D'autres étaient traînés vers des installations industrielles, où de grandes scies hydrauliques déchiraient le blindage, pièce par pièce. Le bruit métallique de chaque coupe résonnait comme un écho tardif de la guerre. La Pologne vécut un processus similaire, bien que plus dispersé. Dans les régions où les combats avaient été particulièrement intenses, les champs étaient parsemés de véhicules allemands inutilisables. Les équipes polonaises et soviétiques les rassemblaient dans des gares, des cours agricoles et des zones boisées où la destruction se faisait avec les moyens disponibles. Dans certains cas, les tanks étaient poussés vers des fossés naturels où ils étaient abandonnés. Dans d'autres, de la dynamite militaire finissait de détruire ceux dont les structures étaient trop rigides pour être facilement découpées. Des décennies plus tard, des agriculteurs polonais continueraient de trouver des fragments de blindage dans la terre labourée, et parfois, les restes d'un Panther complet réémergeaient partiellement lorsque les pluies emportaient des couches superficielles de sol. Ce qui était alors une formalité administrative s'était terminé par devenir un phénomène archéologique involontaire. L'Autriche concentra également une partie importante du matériel blindé allemand. Sa proximité avec les usines de Nibelungenwerk et Steyr faisait que de nombreux véhicules incomplets se retrouvaient accumulés là. Dans les dépôts en périphérie de Linz, par exemple, des tourelles, des canons et des châssis qui n'avaient jamais été assemblés s'entassaient. La destruction dans cette zone prit un caractère industriel plus ordonné.
Les ateliers qui quelques mois auparavant fabriquaient des armements lourds se reconvertirent en centres où le métal provenant des panzers eux-mêmes était fondu. L'ironie historique était évidente. La chaîne de production qui avait donné vie au blindage allemand était désormais utilisée pour le démanteler massivement. La main-d'œuvre locale, supervisée par des autorités alliées, travaillait des quarts complets pour réduire des tonnes d'acier militaire en matière première utilisable pour la reconstruction économique du pays. Le Ruhr et la Bavière représentèrent un autre scénario distinct. Là-bas, où les bombardements stratégiques alliés avaient réduit des villes entières en champs de débris, les dépôts de tanks étaient dispersés et, dans de nombreux cas, se formaient spontanément. Des véhicules que les Allemands avaient abandonnés lors de leur retraite étaient rassemblés sur les bords des routes, dans des espaces dégagés miniers ou près des rivières où ils pouvaient être poussés avec une relative facilité. Dans ces régions, la destruction par immersion était courante. Des sections de rivières ou de lacs dont la profondeur permettait de cacher les blindés indéfiniment étaient choisies et les véhicules étaient traînés avec des cordes ou poussés à l'aide de machines lourdes jusqu'à ce que l'eau les engloutisse. Les courants lents et les sédiments finirent par recouvrir bon nombre de ces tanks, dont certains seraient redécouverts au XXIe siècle lors de travaux d'ingénierie civile. Ce qui motivait ces opérations n'était pas seulement un mandat politique, mais une nécessité économique. L'Europe en 1945 était un continent dévasté. Les usines étaient détruites, les ponts effondrés, l'infrastructure électrique en ruine et la population avait besoin de ressources pour reconstruire des logements, des systèmes de transport et des machines agricoles. Dans ce contexte, le métal des panzers devint une ressource critique. L'acier de blindage, bien que dur et difficile à travailler, pouvait être mélangé et réutilisé pour produire des poutres, des outils, des composants de machines industrielles et des pièces structurelles pour des bâtiments temporaires. Certains rapports alliés mentionnent que la fonte d'un Tiger II pouvait générer suffisamment de métal pour fabriquer les poutres principales d'une gare ou pour équiper une petite usine avec des outils de base. Ce changement de finalité transformait l'histoire militaire en histoire économique. Les tanks qui avaient un jour terrorisé l'Europe faisaient désormais partie intégrante de sa reconstruction invisible. Cependant, cette destruction massive a laissé ouvertes des questions historiographiques qui résonnent encore aujourd'hui. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que des pièces uniques de valeur incalculable ont été perdues. Des prototypes expérimentaux, des variantes de transition entre les modèles et des véhicules avec des modifications de terrain qui documentaient l'adaptabilité des équipages ont disparu sans avoir été étudiés. Dans certains dépôts, les Alliés ont détruit des véhicules en quantités industrielles sans effectuer d'inventaire détaillé car l'objectif principal était d'éliminer toute trace militaire, pas de la cataloguer. L'histoire militaire moderne regrette la disparition de certaines pièces qui auraient pu offrir des informations clés sur le développement de l'armement allemand. Certains historiens suggèrent que, si les Alliés avaient eu plus de temps ou de ressources, des exemplaires rares auraient pu être préservés et, aujourd'hui, n'existent que dans des photographies ou dans des mentions dispersées dans des rapports techniques. À l'opposé du débat, d'autres spécialistes soutiennent que la destruction était inévitable et nécessaire. Ils argumentent que préserver un grand nombre de panzers aurait été logiquement inviable et potentiellement dangereux dans un climat politique aussi volatile que celui de l'après-guerre immédiat. La priorité n'était pas de construire des musées militaires ni de développer des collections techniques, mais de stabiliser l'Europe. L'urgence d'enlever l'armement ennemi du paysage physique avait un poids politique considérable. Effacer la matérialité du pouvoir militaire nazi faisait partie du processus d'occupation et de transformation du continent. La seconde vie opérationnelle des panzers au-delà de l'Allemagne. Lorsque la machine blindée du Reich fut démantelée en Allemagne, une partie considérable de ses restes mécaniques trouva une destination très différente de celle des fosses de destruction ou des fours de fusion. À plusieurs endroits en Europe, notamment dans des pays qui avaient hérité de grandes concentrations de blindés allemands pendant les derniers mois de la guerre, naquit la logique d'exploiter ce qui avait encore une valeur opérationnelle. Parmi ces pays, aucun n'a joué un rôle plus significatif que la Tchécoslovaquie et la France, où les panzers ne furent pas seulement réutilisés, mais intégrés activement dans des doctrines militaires qui, pendant quelques années, prolongèrent la vie fonctionnelle de machines qui semblèrent avoir été obsolètes.
En Tchécoslovaquie, le panorama était exceptionnel pour plusieurs raisons. Le territoire tchèque, où se situaient des usines telles que Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik ou BMM, avait été un centre névralgique de l'industrie blindée du Reich. Là, des centaines de chasseurs de chars Hetzer et des composants essentiels pour les Panzer IV et Panther avaient été produits, surtout vers la fin de la guerre. Lorsque les Allemands se retirèrent et que les forces soviétiques prirent le contrôle de la région, de nombreux blindés relativement intacts furent dispersés dans les forêts, sur les routes et dans les ateliers. Certains avaient été abandonnés sans subir de dommages, d'autres étaient incomplets mais réparables, et beaucoup incluaient des pièces neuves ou semi-assemblées qui n'avaient jamais atteint le front. Cette combinaison unique de véhicules terminés, de véhicules endommagés et d'un énorme stock de pièces détachées fit de la Tchécoslovaquie le plus grand dépôt post-bellique de technologie blindée allemande. Ce qui était surprenant, c'est que les Tchèques ne se contentèrent pas d'hériter de ces machines, mais développèrent une infrastructure technique capable de les réparer et de les améliorer. L'expérience industrielle accumulée pendant les années d'occupation leur donnait un avantage que peu de pays possédaient. Ils savaient assembler un Hetzer, ajuster la transmission d'un Panzer IV et réparer le système de suspension d'un Panther. L'Union soviétique, désireuse de consolider le bloc oriental tout en étant consciente de la valeur stratégique de maintenir des unités blindées actives pendant la transition vers les nouveaux tanks soviétiques, approuva la réutilisation immédiate des Panzers. En peu de temps, la Tchécoslovaquie intégra dans son armée des dizaines de Panzer IV et Panther, ainsi qu'une quantité significative de chasseurs de chars Hetzer, qui deviendraient le cœur de sa force blindée durant l'après-guerre. Le Hetzer, petit et efficace, fut le véhicule le mieux adapté aux besoins tchèques. Son faible profil, son canon compétent et sa robustesse mécanique en faisaient un blindé extrêmement polyvalent. Ce que peu imaginaient, c'était que la Tchécoslovaquie continuerait à le produire même après la fin de la guerre. Les ateliers qui avaient fabriqué le Hetzer pour l'Allemagne maintinrent leur ligne ouverte, cette fois sous contrôle local, produisant de nouveaux exemplaires qui seraient vendus à des pays du Moyen-Orient. La Syrie et la Suisse, entre autres, achetèrent ces véhicules, prolongeant une ligne de production qui, en théorie, aurait dû disparaître dans les ruines du Reich. Le Hetzer post-bellique tchèque, pratiquement identique à son homologue allemand à l'exception de quelques détails mineurs dans l'instrumentation et les finitions, symbolisait une paradoxe historique. La dernière machine blindée du Reich continuait de vivre grâce à une nation qui avait souffert sous son occupation. Le cas du Panther tchèque fut plus complexe. Bien que plusieurs exemplaires soient restés disponibles et aient pu être réparés, leur entretien s'avérait plus difficile en raison de la sophistication de la transmission et de l'usure accumulée lors des derniers mois de guerre. Malgré cela, la Tchécoslovaquie réussit à maintenir en service un nombre limité de Panthers pendant quelques années. Ces véhicules opérèrent lors d'exercices militaires et de patrouilles occasionnelles, servant d'unité de transition pendant que le pays recevait les T-34-85 soviétiques qui allaient bientôt remplacer toute trace de l'armement allemand. Le Panther, entre les mains des Tchèques, était un exemple clair du contraste entre l'excellence technique et la fragilité logistique. Il pouvait toujours être un système de combat redoutable, mais son entretien nécessitait un niveau d'ingénierie qu'une nation industrialisée comme la Tchécoslovaquie ne pouvait soutenir que temporairement. Le Panzer IV, plus simple que le Panther et plus commun que tout autre modèle allemand, connut une seconde vie plus prolongée dans l'armée tchèque. Sa mécanique relativement accessible, la disponibilité de pièces détachées et son adaptation à plusieurs rôles firent qu'il fut utilisé à la fois pour des fonctions d'entraînement et pour des manœuvres réelles. Certains Panzer IV tchèques finirent par servir de plateforme d'artillerie automotrice improvisée ou de véhicules de contrôle frontalier. Lorsqu'ils furent finalement retirés du service, beaucoup furent stockés dans des dépôts militaires, où certains furent plus tard vendus, d'autres démantelés et quelques-uns préservés par des musées ou des collectionneurs. Pendant ce temps, la France se préparait à une histoire différente mais tout aussi marquante. Le pays avait subi d'énormes pertes matérielles pendant la guerre et, à la fin du conflit, avait un besoin urgent de reconstruire son armée blindée. Bien que l'approvisionnement en tanks américains se soit intensifié après 1945, la France trouva dans les Panthers capturés une opportunité immédiate pour renforcer ses unités blindées reconstruites. Ce qui était surprenant, c'est que les Français n'utilisèrent pas seulement des Panthers capturés sur le champ de bataille, mais reçurent également des véhicules récupérés par les Américains et les Britanniques
qui les transférèrent dans le cadre d'accords techniques temporaires. Le Panther français devint à la fois un outil d'étude et une arme opérationnelle. La France analysa minutieusement le véhicule, comparant sa mobilité, sa puissance de feu et son comportement sur des terrains exigeants avec ceux des Sherman et des tanks britanniques qui constituaient la majorité de ses forces. Ce qu'ils apprirent fut un mélange contradictoire d'admiration et de frustration. Le Panther faisait preuve d'une précision de tir fantastique et d'un blindage frontal impressionnant, mais il souffrait d'une fiabilité mécanique irrégulière. Les transmissions fonctionnaient bien pendant les premiers kilomètres, mais avaient tendance à tomber en panne lors de manœuvres brusques ou sur des terrains irréguliers. Ce comportement variable fit que les Français le considéraient à la fois comme une machine exceptionnelle et comme un risque opérationnel. Malgré leurs problèmes, les Panthers servirent dans les unités françaises jusqu'à la fin des années 1940, participant à des exercices militaires destinés à entraîner les nouvelles générations d'équipages et d'officiers. Leur dernière participation marquante eut lieu lors de tests comparatifs incluant des tanks contemporains français et américains. Après ces études, la France conclut que son avenir devait se diriger vers des véhicules plus simples à entretenir, inspirés en partie par la robustesse du Sherman et en partie par l'ingénierie qu'il développerait dans l'après-guerre. Le retrait définitif des Panthers français eut lieu vers 1949. Certains véhicules furent stockés, d'autres démantelés, et quelques-uns sélectionnés pour des musées ou pour des analyses techniques ultérieures. Leur présence dans l'armée française fut brève mais influente. Elle enseigna des leçons précieuses sur l'équilibre entre technologie avancée et praticité logistique, et fournissait une référence directe pour le développement des premiers tanks français de la guerre froide. Néanmoins, dans les Balkans, en Union soviétique, dans les États satellites de l'Est et dans certains pays du Moyen-Orient, les blindés allemands devinrent des outils circonstanciels, achetés par opportunité, hérités par accident ou adaptés par nécessité. Chaque pays qui les utilisa le fit selon des réalités distinctes, ce qui permit à la vie opérationnelle des Panzers de se fragmenter en trajectoires presque indépendantes, comme si chaque tank avait hérité d'un destin propre après la chute du Reich. En Yougoslavie, le paysage était idéal pour ce type de paradoxe mécanique. Le pays avait été témoin de combats violents entre partisans, Ustascha, Chetniks, Allemands et Italiens. À la fin de la guerre, des dizaines de Stug 3 et Panzer 4 étaient dispersés sur le territoire, certains intacts, d'autres endommagés, beaucoup abandonnés dans des positions devenues inutiles lors des derniers jours de la retraite allemande. Le nouvel État yougoslave, dirigé par Tito, vit dans ses blindés une opportunité immédiate pour renforcer ses forces blindées, sans dépendre exclusivement du matériel soviétique. Les Stug 3, grâce à leur faible profil et leur mécanique relativement simple, furent les premiers à être réparés. Les brigades et ateliers militaires yougoslaves, renforcés par des mécaniciens expérimentés de l'époque de guerre, réussirent à redonner vie à des véhicules abandonnés sur des routes forestières, au bord des rivières, ou même dans des granges où leurs équipages avaient cherché à les cacher. Le Panzer IV yougoslave eut un destin encore plus intéressant. Beaucoup de ces véhicules furent intégrés dans des unités d'entraînement et de défense territoriale, participant à des manœuvres pendant plusieurs saisons. Certaines photographies de la fin des années 40 montrent des Panzer IV défilant à Belgrade, conservant encore leurs lignes angulaires caractéristiques et la tourelle classique qui avait défini les tanks moyens allemands depuis 1942. Mais, comme dans tous les pays qui les employèrent après-guerre, le manque de pièces de rechange et l'obsolescence mécanique finira par les condamner. Les Panzer IV yougoslaves furent lentement remplacés par les T-34-45 soviétiques, qui devinrent le blindé universel du bloc. Certains Panzers restèrent stockés dans des dépôts militaires jusqu'au milieu des années 1950, mais la plupart furent démantelés ou transformés en ferraille. La Pologne vécut un processus différent, marqué par la combinaison d'intérêts techniques et de résistance symbolique. Bien que le pays incorpora certains chasseurs de chars allemands capturés, sa relation avec les Panzers fut plus brève. Pour les Polonais, les blindés allemands représentèrent davantage un rappel de l'horreur de l'occupation qu'une ressource utilitaire. Néanmoins, certains Stug 3 et Panzer 4 furent utilisés lors d'exercices techniques ou de démonstrations dans les premières années de l'après-guerre.
Certains rapports polonais décrivent des manœuvres au cours desquelles des armes anti-chars locales étaient testées contre des blindages allemands dans le cadre de programmes d'entraînement conçus pour mieux comprendre la résistance de l'acier ennemi. L'utilisation polonaise des Panzers fut limitée et transitoire, mais suffisante pour laisser une empreinte spécifique, la destruction étudiée non par nécessité mais par analyse technique. Le cas soviétique constitue un chapitre totalement indépendant dans cette histoire fragmentée. Bien que l'Union soviétique devint le principal destructeur de blindés allemands pendant et après la guerre, elle profita également de certains véhicules pour des tests, du transport interne et de l'entraînement. Les soviétiques, méticuleux dans leur analyse de toute technologie capturée, effectuèrent des études comparatives entre le Panzer IV, le Stug 3, le Panther et leur propre T-34, IS-2 et premier prototype du T-54. L'influence du blindage incliné du Panther sur la conception du T-54 a été un sujet de débat historiographique, mais il est indéniable que les ingénieurs soviétiques prêtèrent attention au comportement du blindage allemand sous des conditions réelles. Les optiques, le profil balistique de la tourelle du Panther et certains principes de soudure angulaire furent analysés avec un intérêt notable. Dans certains cas, les soviétiques utilisèrent les Panzer IV et les Stug 3 dans des régions frontalières, où leur présence opérationnelle était si secondaire qu'elle survécut même aux registres officiels. Ils furent utilisés comme véhicules statiques, postes d'entraînement, plateformes improvisées pour des tirs d'essai, ou même comme tracteurs blindés dans des zones agricoles éloignées. L'utilisation soviétique, bien que marginale, prolongea l'existence fonctionnelle de certains véhicules jusqu'au début des années 1950, lorsqu'ils furent finalement retirés, enterrés, démantelés ou utilisés comme cible d'artillerie. En Bulgarie et en Roumanie, l'histoire suivit un chemin parallèle. Les deux pays, initialement alliés de l'Axe et ensuite intégrés au bloc soviétique, héritèrent de blindés allemands qui étaient en service pendant la guerre. Les Panzer IV roumains, par exemple, avaient participé à la campagne de l'Est jusqu'à ce que la Roumanie change de camp en 1944. Après la guerre, certains d'entre eux furent temporairement maintenus en service avant d'être remplacés par du matériel soviétique. La Bulgarie, quant à elle, conserva les Stug 3 capturés pour des rôles d'entraînement et de défense interne. La vie opérationnelle de ces véhicules fut brève, mais suffisante pour que, dans les deux pays, des enregistrements dispersés de manœuvres et d'exercices avec des blindés d'origine ennemie soient laissés. Le saut hors de l'Europe centrale et orientale ouvre l'un des chapitres les plus particuliers, la présence de Panzer au Moyen-Orient. La Syrie, en particulier, devint l'un des scénarios les plus insolites où des Panzer IV restèrent en service. Dans les années 1950, le pays cherchait à renforcer son armée dans un contexte régional marqué par des tensions internes et des conflits frontaliers. L'acquisition de matériel blindé moderne était coûteuse et politiquement compliquée. La Tchécoslovaquie, qui conservait encore une partie de ses Panzer IV, trouva en Syrie un acheteur disposé. Ce qui suivit fut un processus d'exportation aussi improbable que révélateur. Des Panzer IV allemands, modifiés ou réparés dans des ateliers tchèques, partirent vers un scénario géopolitique complètement étranger à leur origine. Les Panzer IV syriens opérèrent dans des terrains arides, patrouillant les frontières ou intégrés dans des positions défensives sur les hauteurs du Golan. Bien que leurs performances fussent limitées face à des tanks plus modernes, ils restaient des véhicules de combat fonctionnels. Certains d'entre eux participèrent aux affrontements préliminaires avant la guerre des 6 jours de 1967. Leurs canons de 75 mm, bien que dépassés, gardaient une capacité létale en embuscade ou dans des rôles statiques. Après leur destruction ou capture, plusieurs furent dispersés sur les hauteurs volcaniques, où, des décennies plus tard, ils deviendraient des pièces de musée en plein air, témoins inattendus d'une trajectoire ayant commencé dans des usines européennes des décennies auparavant. L'Espagne constitue un autre cas inattendu. Bien que le pays n'ait pas participé directement à la Seconde Guerre mondiale, il acquit plusieurs Panzer IV après le conflit, les intégrant dans des unités blindées d'instruction et de déploiement interne. Ces véhicules, principalement utilisés pour l'entraînement, restèrent en service jusqu'au milieu des années 1950. Leur présence dans l'armée espagnole ne fut pas particulièrement marquante sur le plan opérationnel, mais elle représenta l'influence résiduelle de l'armement allemand dans des armées en pleine modernisation. Certains de ces panzers survécurent dans des collections militaires espagnoles,
devenues des pièces d'exposition rarement mentionnées dans des récits plus larges. Témoins d'acier, les panzers qui existent encore et ce qu'ils révèlent. Bien que la grande majorité des panzers ait été détruite entre 1945 et 1948, une fraction minuscule d'entre eux a réussi à survivre suffisamment longtemps pour être récupérés, préservés ou restaurés plusieurs décennies plus tard. Ces survivants ne représentent pas uniquement des machines de guerre, ce sont des fragments tangibles d'un passé industriel qui a disparu sous le rythme accéléré de la démilitarisation et de la reconstruction européenne. Leur présence actuelle dans les musées, les collections privées et les lieux de découverte spectaculaires est un rappel que l'histoire technique se perd rarement complètement. Il reste toujours des vestiges qui refont surface aux moments et endroits les plus inattendus. Parmi tous les blindés allemands qui existent aujourd'hui, aucun n'a une présence plus emblématique que le Tiger Proem de Bovington, connu sous le nom de 131. C'est le seul Tiger Proem entièrement opérationnel du monde, ce qui en fait un vestige vivant de l'ingénierie allemande. Sa capture en Tunisie en 1943 lui a permis d'échapper au destin qui attendait presque tous les autres Tigers, la destruction au combat ou la désintégration après-guerre. Sa restauration fut un effort monumental qui nécessita la reconstruction de certaines parties internes à l'aide de composants originaux, de pièces fabriquées à la main et de solutions créatives respectant la mécanique du véhicule. Le rugissement du moteur Maybach lorsque le 131 reprend sa marche lors des démonstrations publiques est un son qui appartient à un autre siècle, un écho mécanique qui semble défier le temps. Le Tiger II, bien qu'il n'ait pas survécu en état opérationnel, est également représenté dans plusieurs musées renommés. À Münster, Bovington et Kubinka, des exemplaires sont conservés, permettant d'apprécier l'échelle presque architecturale de leur conception. Les plaques frontales de 14 cm, la tourelle au contour angulaire et le canon de 88 mm continuent de transmettre un mélange de puissance et d'ambition technique excessive. Chaque Tiger II préservé raconte une histoire différente. Certains ont été capturés presque intacts, d'autres sont arrivés dans les musées après avoir subi des tests balistiques qui ont déformé leur blindage, et quelques-uns ont été récupérés dans un état presque en ruine pour être stabilisés et exposés. Le Panther est, de loin, le survivant le plus nombreux parmi les modèles avancés. Sa présence s'étend du musée de Saumur au musée de Bruxelles, en passant par Bovington et plusieurs collections privées européennes. Ce qui est intéressant avec le Panther, c'est la variété des états dans lesquels il se trouve. Certains sont entièrement restaurés, d'autres montrent des signes d'usure liés au combat, et quelques-uns restent dans leurs conditions originales, avec de la peinture usée et des traces visibles d'une utilisation prolongée. La France, qui a utilisé des panthères après la guerre, a conservé suffisamment de pièces détachées pour permettre des restaurations partielles dans les décennies suivantes, ce qui explique pourquoi ces véhicules sont relativement plus abondants comparés à d'autres blindés lourds allemands. Le Panzer IV et le Stuge III ont également une présence significative dans les musées européens et du Moyen-Orient. Leur relative abondance pendant la guerre, ajoutée à leur longue durée de vie opérationnelle dans des pays comme la Tchécoslovaquie, la Syrie, la Finlande et l'Espagne, a permis à plusieurs exemplaires de survivre à la destruction massive de l'après-guerre. Dans certains musées de l'Est de l'Europe, le Stug III est exposé comme un symbole de la défense allemande pendant les dernières années de la guerre, tandis qu'en Finlande, l'un des exemplaires les mieux conservés témoigne de son utilisation prolongée pendant l'après-guerre. Le Panzer IV, quant à lui, apparaît dans des collections allant d'Israël à l'Égypte, de l'Allemagne à la Grèce, et dans de nombreux cas, il est présenté comme une relique qui a survécu par hasard plutôt que par planification. Mais l'aspect le plus fascinant des panzers survivants ne réside pas dans leurs expositions statiques, mais dans les histoires de récupération qui les ont extraits du sol, ou des profondeurs aquatiques où ils sont restés cachés pendant des décennies. L'une des découvertes les plus célèbres a eu lieu en 2006, lorsqu'un panthère a été extrait d'un lac en Pologne. Plongé pendant près de 60 ans, le véhicule est apparu recouvert de sédiments, d'algues et de boue, mais il conservait dans un état surprenant de nombreux composants internes. L'eau froide et stagnante avait préservé des pièces métalliques, des munitions et des éléments mécaniques qui auraient disparu complètement si elles avaient été exposées à l'air. Cette découverte attira l'attention internationale, révélant qu'il existait encore des panzers perdus sous terre ou sous l'eau, dans des conditions permettant de les récupérer.
D'autres découvertes similaires ont eu lieu en Biélorussie, en Ukraine et dans les pays baltes, où les marais et les forêts avaient englouti des véhicules entiers pendant les offensives du front oriental. Les équipes de récupération, combinant souvent archéologie et ingénierie, utilisaient des grues militaires pour extraire les blindés enfouis sous des couches de boue qui avaient agi comme des capsules temporelles. Lorsqu'ils furent soulevés, beaucoup montraient des dommages de combat, des impacts figés dans l'acier, des tourelles coincées et des coques perforées, mais leur structure générale restait intacte. Ces véhicules ne se contentèrent pas d'apporter des informations historiques, mais révélaient également l'extraordinaire résistance mécanique du blindage allemand. Mais de nombreux Panzers n'ont pas seulement été réutilisés militairement, ils ont également fait l'objet de processus de restauration, qui, pour diverses raisons, ont cherché à rendre à ces pièces d'ingénierie leur ancienne gloire. Bien qu'il s'agisse d'un travail extrêmement difficile et coûteux, il est vrai que ces tanks représentaient un jalon technologique, et en même temps, ont une importance historique fondamentale pour la guerre occidentale moderne. Les restaurations les plus ambitieuses se sont concentrées sur les véhicules lourds, notamment les Panther et Tiger II, dont les dimensions colossales et les systèmes complexes exigent une précision presque chirurgicale. Ramener un Panther à un état opérationnel implique de reconstruire une transmission qui, même en temps de guerre, avait tendance à tomber en panne sous des efforts prolongés. Cela exige de répliquer des pièces internes qui n'ont pas été fabriquées depuis 1945, de fabriquer des roulements et des engrenages selon des tolérances qui ne sont plus appliquées aujourd'hui, et de reconstruire des moteurs Maybach qui, en raison de leur taille et de leur conception, nécessitent des outils et des connaissances qui ne sont présents que dans un petit nombre d'ateliers spécialisés. Certains collectionneurs privés ont investi des sommes équivalentes à celles d'un avion léger pour reconstruire un Panther qui peut se déplacer sous sa propre impulsion sur quelques mètres. Le résultat, lorsqu'il est atteint, est une pièce unique qui semble transporter avec elle le poids historique de toute une ère industrielle. Le Tiger II représente un défi encore plus grand. Peu de musées ou de collectionneurs osent entamer une restauration fonctionnelle d'un véhicule qui dépasse les 70 tonnes, dont le châssis peut se déformer s'il est soumis à des tensions imprévues et dont la tourelle, avec son canon de 88 mm, nécessite un équilibre mécanique que seuls les ingénieurs de Henschel maîtrisaient pleinement. Restaurer un Tiger II implique de faire face au problème de l'acier. Les énormes plaques frontales ne peuvent être remplacées sans perdre leur authenticité, mais elles ne peuvent pas non plus être soumises à des soudures ou des réparations invasives sans compromettre l'intégrité structurelle. Dans de nombreux cas, les projets de restauration du Tiger II se limitent à stabiliser le véhicule pour l'exposition, à restaurer la peinture extérieure, à reconstruire des éléments visibles de la tourelle et à conserver les mécanismes internes dans l'état le plus proche possible de l'original. Une restauration fonctionnelle complète, bien que théoriquement possible, serait tellement coûteuse et dangereuse que peu oseraient la tenter. Les restaurations les plus réussies se trouvent généralement dans les musées européens ayant une tradition dans les blindés. Saumur en France a réussi à redonner de la mobilité à certains Panthers grâce à des décennies d'expérience et à l'accès à des pièces détachées originales stockées après la guerre. Bovington, au Royaume-Uni, possède la plus grande expérience en matière de restauration de Tiger, avec le 131, comme preuve vivante que les miracles mécaniques sont encore possibles lorsque l'on combine ressources, savoir-faire technique et persévérance. En Allemagne, le musée de Münster conserve plusieurs véhicules restaurés esthétiquement, et ses ateliers ont répliqué des composants internes de modèles comme le Panzer IV ou le Stüge III pour faciliter la préservation. À mesure que les exemplaires originaux se faisaient de plus en plus rares, une nouvelle industrie a vu le jour, la construction de répliques fonctionnelles. Des entreprises européennes spécialisées ont commencé à fabriquer des Panthers et des Tiger dans des versions qui, sans être identiques à l'original, reproduisent avec une fidélité remarquable les dimensions externes, la tourelle, le mouvement et le son des moteurs modifiés. Ces répliques sont utilisées dans des tournages cinématographiques, des reconstitutions historiques et des expositions itinérantes. Bien qu'elles n'aient pas la valeur historique d'un véhicule authentique, elles jouent un rôle crucial en permettant au grand public et aux historiens de visualiser avec précision les proportions et le fonctionnement de base de ces machines, sans mettre en danger les fragiles survivants originaux. L'héritage technique des Panzers persiste également dans des études contemporaines qui vont au-delà de la restauration ou de la création de répliques.
Des chercheurs en métallurgie, en génie mécanique et en balistique continuent d'analyser les composants originaux pour comprendre la composition de l'acier laminé, les méthodes de soudage et la géométrie du blindage incliné. L'influence du Panther sur la conception des tanks a été profonde. Son blindage incliné est devenu une référence incontournable pour l'architecture des véhicules suivants, tant dans le bloc occidental que soviétique. Les ingénieurs militaires américains et britanniques ont intégré les leçons tirées des Panzers dans le développement des chars de la guerre froide. Il en fut de même pour les soviétiques, dont le T-54 héritait indirectement de certaines idées du Panther dans la structure frontale du châssis et la disposition de certains éléments internes. L'optique allemande, avec sa précision et sa clarté, a également laissé une empreinte durable. Les viseurs Zeiss capturés en 1945 sont devenus des outils d'étude qui ont influencé la fabrication de viseurs d'artillerie, de lunettes de visée pour l'infanterie et de systèmes de visée pour les véhicules blindés occidentaux. Même aujourd'hui, l'ingénierie optique allemande de l'époque est étudiée dans des musées, des universités et des centres de recherche militaire. Enfin, les Panzers actuels, qu'ils soient des originaux restaurés ou des répliques modernes, représentent bien plus que de la technologie militaire. Ils sont la somme d'une époque industrielle, de décisions stratégiques, de progrès techniques et d'erreurs de conception qui ont façonné le cours de la guerre. Chaque véhicule qui survit, que ce soit dans une exposition à faible luminosité, dans un atelier où le moteur ne démarre qu'une fois par an, ou dans un champ où sa carcasse rouillée est restée enfouie sous terre pendant un demi-siècle, est un rappel que l'histoire matérielle possède une résistance propre, capable de défier même les processus de destruction qui ont tenté de l'effacer.